Salut tout le monde, c'est Zabou, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une vidéo deck profile qui sera sur Shanks, un leader rouge d'OP09. Je voulais d'abord m'excuser un petit peu sur le retard que j'ai eu sur les vidéos. Je vais essayer de mieux m'organiser, mieux gérer ça pour sortir des vidéos à un rythme. Alors, j'aimerais bien un rythme de une vidéo de deck profile par semaine. Si j'arrive à mieux m'organiser, en sortir deux sur une semaine ou d'autres. Actuellement, on est le 23 février. La semaine suivante, on aura la sortie de The Best en français, donc forcément une vidéo ouverture avec l'ami qui était présent la dernière fois pour l'ouverture d'OP09. Et pour les vidéos deck profile, je pense qu'on va garder la même DA, c'est-à-dire une partie théorie et une partie pratique. Dans la partie théorie, voir un petit peu tout ce qui est decklist, les cartes à rechercher en priorité, les cartes qu'on pourra remplacer en fonction du budget, les ratios de cartes, les cartes en elles-mêmes aussi, et la partie pratique où je vous commente quelques games que j'ai pu record et que je trouvais intéressantes à vous partager. Avant ça, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. S'il y a des choses surtout que j'ai oubliées, l'espace commentaire, voilà, il est fait pour ça. Moi, ça sera avec plaisir que je puisse voir ce que j'ai oublié de souligner dans la game, en tout cas sur le deck en lui-même. Et du coup, on va tout simplement commencer. Alors Shanks, qu'est-ce que c'est? C'est un leader avec des stats un peu classiques, c'est-à-dire 5000 de puissance, 5 PV. Et il a un effet du coup qui se fait une fois par tour, c'est lorsque votre adversaire va attaquer, vous pouvez choisir une unité adverse ou le leader d'en face lui-même et le mettre moins 1000 de puissance pendant tout le tour. Rien qu'avec ça, en fait, ça fait de Shanks un leader extrêmement tanky, et ça fait qu'il va pouvoir se prévenir de toutes les attaques, que ce soit leader ou adverse, à partir de 5000 de puissance. Grâce à ça, ça va vous permettre d'économiser énormément de ressources. Donc ne pas utiliser des cartes de votre main, donc des 1K counter ou 2K counter pour vous défendre. Il va se défendre lui-même comme un grand garçon. Et votre adversaire, lui, en contrepartie, il va devoir se dire qu'il va investir plus d'énergie, plus de dons, pardon, en tout cas, ou utiliser ses dons soit pour son leader, pour booster son attaque, ou soit pour sortir des grosses unités plutôt que prévu par rapport à son plan de jeu initial. Pour ce qui est de la decklist, j'ai pris une decklist générique. Après, ça sera les goûts et les couleurs, les ratios sont pas forcément bons. Rien qu'après, en tout cas, je vais vous montrer quelques cartes que vous pourrez rajouter en fonction de ce que vous voulez faire dans le deck. Alors pour la decklist, on aura Otama x3, Sanji x3, Monkey D. Dragon x2, Silver Riley la Secret coste 8 x4, Uta x4, Shanks x3, Silver Riley le bloqueur x3, Ben Beckman x4, Ongo x4, Yasop x4, Lim Joyce x4, Lekiru x3, alors que personnellement je vois plus x4, Goldie Roger x1, maximum x2, 3-4 je pense que c'est un peu trop. Barbe Blanche du starter deck x3, Ace du starter deck x4, et une event Bad Manners x1. Pour ce qui sera des events, je vais vous en montrer d'autres. Personnellement, la mettre x1 c'est juste anecdotique, autant ne pas en mettre, mais bon. Faudra. Moi, dans ma version à moi, je joue quelques events que je vous montrerai plus tard. Alors, la ligne directive du deck, ça va être principalement du coup d'être de la gestion de board et à la fin sortir des boss monsters pour mettre KO votre adversaire. La gestion de board, elle va se justifier du coup par des effets qui vont permettre de réduire la puissance des unités adverses, et ensuite des effets qui vont permettre de mettre KO des unités à partir d'un certain seuil de puissance. Donc ça sera à vous de gérer vos ressources pour d'abord dans un premier temps baisser la puissance des unités adverses, et dès qu'elles auront atteint un certain seuil, pouvoir les mettre KO juste à côté. Donc à côté de ça, en même temps que vous jouez vos unités pour commencer à gérer le board adverse, vous allez commencer à taper avec votre leader pour mettre une pression constante, ou aussi taper les unités adverses si vous voulez continuer à gérer le board si c'est possible. Ensuite, à la fin, enchaîner les gros cogneurs sur gros cogneurs sur gros cogneurs pour étouffer votre adversaire. Dans les petits costs, alors, Uta, vous la jouez x4, c'est un peu c'est juste le searcher du deck, c'est comme n'importe quel searcher, vous allez check le top 5, choisir une carte de l'archétype équipage du roux et la mettre à votre main, et le reste vous la mettez en bottom. Alors, je suis pas spécialement fan de la carte, c'est un peu discutable. J'ai déjà vu des decklists qui n'en jouaient pas du tout, et en fait ça se justifie dans le sens où les seules cartes que vous pouvez ramener dans votre main sont des équipages
de Shanks. Or, vos boss monsters n'ont pas ce trait, ils ne font pas partie de cet archétype. Donc Easy Dragon, c'est armée révolutionnaire, Silver Riley, c'est équipage de Goldie Roger, Goldie Roger, c'est son propre équipage, Barbe Blanche, bah, du coup, c'est Barbe Blanche, Ace, qui, bon, même si c'est pas un boss monster, c'est une carte qu'on aimerait bien récupérer en main, bah, c'est de Barbe Blanche aussi, c'est un peu dommage. La seule boss monster en tout cas que vous pourrez récupérer, ce sera Shanks lui-même. Alors, en soi, après, Uta, justement, elle sera plus là pour chercher votre mid-game ou votre early. Donc tout le core item de l'équipage de Shanks, et ça on en discutera juste plus tard. Après, vous jouez Otama, donc une cost 1, qui elle a 2-4 counters pour vous défendre, je trouve ça extrêmement fort. Elle a un effet de mise en jeu qui fait qu'elle met moins 2000 sur une unité adverse. Donc bien unité adverse et pas leader. Après, vous aurez Sanji, donc un cost 2, 2k counter très fort, 3k power pas si fort que ça, mais par contre son effet, du coup, qui est un effet en phase principale, une fois par tour, vous récupérez une carte de votre vie, vous la mettez en main, vous lui donnez plus 2000, et ensuite vous pouvez mettre sur cette unité jusqu'à 2 dons qui ont été épuisés. Donc vous passez de 3000 à potentiellement 7000. Quand vous en alignez quelques-uns en early game et que vous cognez ensuite en boucle à 7000, je pense que ça fait vraiment le taf. C'est aussi fort contre des decks qui vont chercher à vous stall, donc pas forcément vous taper et à gérer vos ressources sur le board. Voilà, Sanji va un peu régler ce problème. Vous pouvez prendre des ressources directement dans vos PV, avoir plus d'options, de possibilités, voir ce que vous pouvez faire avec, et en même temps, ça tape juste très très fort en early game. Ensuite, après Sanji, on va parler un petit peu du core item de l'équipage du roux. Alors Hongo qui coste 3, 3000 de power et une counter 2000, très très fort. Ça sera pas spécialement une unité que vous allez utiliser pour taper, mais ça va être une menace à sa manière. En fait, lorsqu'elle est sur le terrain, elle a un effet en phase principale. Vous pouvez rester cette unité, vous choisissez soit un leader, soit... si votre leader est l'équipage du roux, vous choisissez une unité adverse et vous lui mettez moins 2000 de power. Alors en fait, l'idée c'est de la mettre directement en early pour que votre adversaire se dise attention, j'ai quelque chose qui pourra debuff mes unités. Donc idéalement, il va essayer de la gérer si possible. Même s'il ne peut pas du coup taper des unités actives, il va mettre en priorité dans sa tête tous les effets qui vont gérer le board sur Hongo s'il en a l'occasion. Limjuice, du coup, aussi à côté, une carte plus situationnelle que un tapeur en lui-même, une cost 3, 3000 de puissance, counter 2000, un effet de mise en jeu, jusqu'à une de vos unités adverses, avec 4000 de puissance ou moins, ne peut pas utiliser leur effet de bloqueur. Celle-ci, vous allez plus la jouer sur le late game, lorsque vous voulez rendre du coup un tour létal un peu plus digeste, plus facile en tout cas à mettre en place. Et sinon, c'est la carte que vous voulez garder en main pour vous défendre, parce que voilà, 2k shield c'est extrêmement fort. Le Kirou, le meilleur bloqueur du deck à mes yeux, voilà, coste 4, 5000 de puissance, donc très très fort pour un bloqueur aussi. 1k shield en counter. Et voilà, du coup, bloqueur et un effet lorsqu'il est KO. Si votre leader est du coup de l'équipage du roux, ce qui est le cas, vous avez KO jusqu'à une unité adverse avec une puissance d'origine de 6000 ou moins. Et là, c'est très précisément écrit puissance d'origine. La puissance d'origine, c'est la puissance qui a écrit sur la carte. Ce ne sera pas la puissance qui fluctue au fil de la game. Si des unités se font debuff, si par exemple une unité en face a d'origine 8000 de puissance sur la carte, mais grâce à un effet vous la fait passer à... imaginons juste, une unité qui a 7000 en face, elle attaque, avec l'effet de votre leader, vous la passez du coup à 6000. Si le Kirou meurt, il ne pourra pas mettre KO cette unité, parce que sa puissance d'origine était de 7000. Donc faites très attention à ça, ça peut vous jouer des tours si jamais dans votre tête cet écrit n'est pas mis en place, on va dire. Ensuite Ben Beckman, donc un bon cogneur du deck et aussi très fort pour gérer le board, donc il pallie un petit peu les deux plans. Une cost 7, 7000 de puissance, 1-4 counter. Lorsqu'il est mis en jeu, vous choisissez une unité adverse avec 6000 de puissance ou moins et vous la mettez KO. Donc là, cette fois-ci, c'est pas 6000 de puissance d'origine, c'est 6000 de puissance tout court. Donc
avec Ben Beckman, avant de la jouer, vous pouvez par exemple jouer des Otama pour debuff des unités en face, jouer d'autres cartes pour réduire la puissance du board adverse, et ensuite, dès que ça vous arrange, jouer Ben Beckman pour vous en débarrasser. Yasop. Et Yasop, l'une des cartes les plus fortes aussi du deck, parmi le core item, on va dire aussi, de l'équipage du roux. Coste 5, 6000 de puissance, donc cogneur très correct, avec un 4 counter. Lorsque vous le jouez, donc un effet de mise en jeu, jusqu'à un de vos leaders gagne plus 1000 de puissance jusqu'à la fin du tour adverse. Je trouve ça extrêmement fort. Et ce qui est extrêmement fort, c'est que c'est pas limité à un seul Yasop. Si vous avez 10 dons d'actifs et que vous jouez 2 Yasop d'un coup, vous rajoutez plus 2000 à votre leader jusqu'à la fin du tour adverse. Déjà que Shanks en lui-même force votre adversaire à investir plus de ressources parce qu'il creuse un écart de 1000 de puissance, avec Yasop, vous créez un écart de 2000, ce qui est juste un peu compliqué, pas forcément compliqué, mais très embêtant en tout cas pour le leader en face. Donc vous protégez votre leader, et à côté de ça, vous allez ramener un cogneur à 6k. Il a aussi un effet lorsqu'il attaque, si il attaque et qu'il a un don sur lui, jusqu'à une de vos unités adverses, du coup, perd 1000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Donc là encore, ça vous donne du coup de la tankiness sur votre leader, et ça vous donne une option aussi pour debuff des adversaires pour ensuite, peut-être juste à côté le tour suivant, jouer un Ben Beckman qui puisse gérer le board à côté. Silver Riley, le bloqueur, cette fois-ci, coste 5, 6000 de puissance. Je trouve que 6000 pour un bloqueur, c'est fort. Faut pas se le cacher, 6000 de puissance pour un bloqueur, ça fait le taf. Ça bloque quasiment l'attaque de tous les leaders, et ça va pas mal embêter aussi les unités mid-game que votre adversaire jouera juste à côté. Donc, une coste 5, 6000 de puissance, counter 1k, très correct comme carte. Un effet de mise en jeu assez, pas anecdotique, mais plus situationnel. Si votre adversaire, du coup, a 2 unités ou plus avec une puissance d'origine de 5000 ou plus, vous allez piocher 2 cartes et en discard une. Donc voilà, c'est juste pour réguler la main. Et là, comme dit, faites attention, on parle de la puissance d'origine de la carte. Donc ce qui est écrit sur la carte et non pas la puissance actuelle si vous l'avez buff ou debuff l'unité en face. Alors là, on aura fait du coup tout ce qui est early game, mid game. Là, on va parler des plus grosses cartes du deck. On va aussi parler du coup de Ace, le Ace du starter deck. 5000 de puissance, excusez-moi, coste 5, 6000 de puissance, 1k counter, un effet permanent qui dit que si votre leader est de l'équipage de Barbe Blanche, ce qui n'est pas le cas, la carte gagne rush. En soi, c'est très fort si vous aviez Barbe Blanche en leader, mais même sans ça, la carte reste très forte parce que son autre effet, une fois par tour, c'est ces cartes en gros doivent quitter le terrain plutôt à cause d'un effet de votre adversaire. À la place de la retirer du terrain, vous pouvez lui mettre 2000 de puissance. Vous pouvez lui retirer 2000 de puissance au lieu de la faire partir. Donc ça va être très embêtant, vu que vous allez juste vous assurer d'avoir ramené une unité, un cogneur à 6k, et votre adversaire, comme Barbe Noire ou je ne sais autres, vont devoir utiliser deux fois plus, on va dire 2 fois plus de ressources pour la dégager. Mais vous à côté, voilà, vous allez juste mettre un ace pour mettre une pression et taper en boucle avec. Ensuite, le Barbe Blanche du starter deck. Lorsque vous le jouez, son effet de mise en jeu, vous allez donner un don qui est épuisé à l'un de votre leader ou à vos unités, donc pour booster encore plus votre terrain. Donc idéalement, voilà, vous pouvez mettre un don épuisé sur un Yasop pour ensuite faire son effet lorsque vous attaquez ou je ne sais quoi d'autre. Et un effet de mise en jeu, et un effet en phase principale que je trouve pas mal intéressant, vous pouvez rester cette unité et vous allez pouvoir KO une unité adverse avec 5000 de puissance ou moins. Donc pour de la gestion de board, c'est ok. Pour taper avec c'est une 8k, c'est ok. Je trouve que voilà, la carte est pas mal versatile. C'est une carte que moi je mettrais en x4 dans le deck. Monkey D. Dragon coste 8, 9000 de puissance. Cette carte a rush, donc très très fort. Et lorsque vous la jouez, vous pouvez choisir de donner 2 dons qui ont été épuisés, soit à votre leader ou soit à vos unités. Donc voilà, un gros cogneur qui peut se booster lui-même pour assurer une attaque qui passe. Moi je trouve ça plus que correct. La Shanks coste 10, 12000 de puissance qui a rush. Donc voilà, comme Monkey D. Dragon, très très fort. Et un effet permanent, lorsqu'elle a, toutes les unités adverses perdent 1000 de puissance.
Et encore une fois, ce que je trouve fort, c'est que c'est pas limité à un seul Shanks. Si vous en avez deux, elle perd 2000. Si vous en avez trois, elle perd 3000. C'est juste trop fort. Ensuite, la carte la plus chère du deck, la coste 8, 8000 de puissance, Silver Riley, la Secret d'OP 8. Franchement, ce qui est dommage, c'est que c'est la carte voilà, essentielle du deck. Et il n'y a pas de vraie alternative à Riley. Il y en a, voire pas du tout. Et en fait, que vous la jouiez pas, ça se ressent. Donc malheureusement, cette carte, si vous jouez Shanks, il vous la faut pardon, en x4. x4 et pas x3, pas x2. Allez, peut-être x3 si c'est pour une question de budget, mais l'idéal, si vous voulez perf et jouer le deck à son plein potentiel, ça sera du x4 malheureusement. Donc un effet de mise en jeu. Vous allez choisir jusqu'à 2 unités adverses sur le terrain de votre adversaire. Et en fait, vous allez mettre moins 3000 à la première et moins 2000 à la deuxième. Et ensuite, après ça, vous avez KO une unité adverse qui a 3000 de puissance ou moins. Bon, ce qui est dommage, enfin, ce qu'il faut noter, c'est que le debuff de 3000 de puissance et de 2000 de puissance, vous ne pouvez pas le cumuler sur la même unité. Donc ce qui est fort, voilà, c'est que vous allez d'abord mettre moins 3000, ensuite moins 2000, et ensuite en fonction de ce qu'il y a sur son terrain, vous choisissez une unité de 3000 ou moins et vous la mettez KO. Le debuff dure jusqu'à la fin du tour adverse. Donc c'est-à-dire que même si vous jouez Riley et vous ne faites rien derrière, après lui il aura un board beaucoup moins fort que prévu, et vous ça vous facilite la vie avec l'effet de votre leader, vos bloqueurs sur le terrain. Juste la vie de rêve. Ce qui est vachement étouffant, c'est de faire un Riley sur Riley sur Riley. En fait, quand vous enchaînez les tours, vous enchaînez aussi des unités qui cognent à 8k, donc extrêmement fort. Même avant de jouer un Riley, si vous êtes à 9 de don ou à 10 don, vous pouvez jouer des Otama, vous pouvez mettre un don sur Yasop, ensuite taper, faire son effet, mettre moins 1000 de puissance. Si vous aviez un Shanks avant, les unités adverses auront naturellement moins 1000 de puissance, voilà, donc moi je trouve ça extrêmement fort. Voilà, ça remplit les deux catégories, enfin les deux lignes directives du deck, c'est-à-dire à la fois cogner et à la fois debuff les unités pour ensuite les gérer. Voilà, la carte est juste, alors, je vais pas dire exceptionnelle, mais très très forte en tout cas. Goldie Roger, ensuite, coste 10, 13 000 de puissance, je crois pardon, c'est la carte qui tape le plus fort dans votre deck. Elle a rush, et lorsque cette carte attaque et que votre adversaire bloque, s'il a 0 point de vie, vous gagnez la game. Voilà, juste très situationnel. C'est pour ça que je la trouve juste en x2 maximum. Quand vous l'avez, c'est cool. Si vous l'avez pas, c'est vraiment pas grave. Si dans une game vous ne touchez pas de Goldie Roger, vous sentez pas spécialement la différence. C'est pas comme ne pas toucher de Yasop, ce n'est pas comme si vous n'avez pas touché le Kirou, que vous n'avez pas touché Silver Riley. Goldie Roger, ça va rester une condition de victoire en plus si vous l'avez dans votre main. Ça peut orienter votre jeu vers soit du push, soit de la gestion de board. Donc voilà, moi je trouve que ça reste quand même une carte très correcte. Pas très coûteuse, si vous l'avez c'est cool, si vous avez envie de la jouer c'est ok aussi. Mais si vous l'avez pas, franchement vous sentirez pas forcément la différence. L'event du deck, du coup Bad Manners, une coste 0, un effet counter qui fait que vous allez trash une carte de votre main et votre leader ou votre unité gagne plus 3000 de puissance. Ce qu'il faut noter, c'est que dans Shanks, vous avez pas mal de cartes qui ont beaucoup de counter, donc du 1k shield, 2k shield, 1k shield, 2k shield, etc. Vos boss monsters n'en ont pas, mais vous avez du coup énormément de boss monsters, et c'est en fait le problème. Du coup, Bad Manners va un peu pallier ce problème. Si vous avez trop de boss monsters en carte et que vous cherchez plus à vous défendre, vous allez juste faire le bon choix de trash la carte la moins utile de votre main pour vous défendre derrière. Après, son trigger est aussi très intéressant. Vous allez mettre moins 3000 de puissance sur une unité ou un leader adverse. Moi, je la trouve très correcte comme carte. Pour les ratios, comme dit, c'est assez discutable. Moi, c'est pas un deck que je joue spécialement. Donc, c'est pas un deck comme Dofi, je vous avais montré que j'avais assez poncé, que j'avais ma version à moi. Mais à côté de ça, je vais quand même vous montrer quelques cartes qu'on peut rajouter dans le deck. Alors, je pense que c'était... Alors, si on tape raid, hop,
Voilà, je pense que là, on taperait dans la barre de recherche, on sélectionne rouge et on tombe sur tout l'archétype de Shanks. Vous aviez par exemple ces Shanks-ci dans le deck, que vous pouvez mettre dans le deck. La Secret d'OP1, je la trouve pas spécialement forte. Si vous l'avez, ben, vous pouvez la jouer si vous n'avez pas envie de jouer d'autres cartes à côté. Donc un cogneur d'Ika qui a rush et lorsqu'elle attaque, votre adversaire ne pourra pas bloquer avec des unités de 2000 ou moins. Dans le format actuel, c'est très rare, je trouve, de tomber sur des bloqueurs aussi faibles. Quoique, ça peut rester quand même très très forte. Le seul problème, c'est que voilà, c'est une secret d'OP01 pour les nouveaux joueurs. Allez chercher une carte de la première extension, surtout une secret. Moi, voilà, je trouve que c'est un peu d'effort qu'on pourrait investir ailleurs. En OP06, vous avez la SR, la Shanks, coste 10, 12k, qui, lorsqu'elle est mise en jeu, vous avez KO une unité de 10 000 de puissance ou moins. Je trouve ça très fort si vous voulez justement orienter votre deck sur un Shanks qui va plus jouer sur le contrôle de board plutôt que de chercher l'agressivité. Donc c'est assez discutable comme choix de jouer ce Shanks. Moi je le trouve très ok. Mais voilà, si c'est pour jouer ce Shanks, faudra retirer celui-ci et réadapter quelques cartes encore. Mais voilà, comme dit, je suis pas un spécialiste de ce deck, donc peut-être que je dis de la merde, je sais pas. Building Snake, qu'est-ce qu'il fait déjà lui? Parce que c'est une carte d'OP09. Ouais, en fait, son effet, ok, alors c'est une coste 1 que vous avez joué et c'est un peu comme une Ongo où lorsque vous la jouez, vous menacez votre adversaire, vous dire hey, salut, moi j'ai quelque chose qui pourra debuff tes unités. Le problème, c'est que c'est une coste 1, 2000 de puissance, il y a beaucoup d'effets. En fait, elle est très facilement ciblable par plein d'effets sur des decks noirs qui vont jouer sur le coût des cartes, sur même en match-up miroir, des cartes qui vont vous debuff et mettre KO des unités qui ont un faible power. Donc déjà 2000 de base, c'est très faible. Alors si en plus de ça, elle se fait debuff, elle est juste gratuite, pardon. Mais moi, je trouve son plus gros problème, c'est qu'elle offre aucun counter. Elle a 0 de counter shield, donc c'est juste une carte morte en main. Quand vous l'avez, vous avez juste l'impression que vous êtes forcé à la jouer. Voilà, moi je suis pas spécialement fan de ça. À côté de ça, Gum Gum Red Hawks, coste 2, effet counter, ou vous rajoutez plus 4000 de puissance du coup pour vous défendre. Je trouve ça très très fort. Et à côté de ça, vous pouvez KO une unité de coste 4 ou moins. Je trouve ça très très fort aussi. Franchement, pour une counter coûte 2, je trouve ça très correct. Et après, c'est une carte d'OP0, mais bon, c'est une rare. Je trouve que ça se trouve assez facilement. Et son trigger aussi qui est très intéressant. Vous mettez moins 10 000 de puissance pendant le tour à une unité adverse, leader ou adverse, voilà. Vous avez aussi l'autre searcher du deck en extra. Donc une coste 1 d'OP09. Donc n'importe quel searcher, vous allez check le top 5, ramener une carte archétype équipage du roux, à part celle-ci, elle peut pas se chercher elle-même, vous la mettez dans votre main ensuite, et vous mettez le reste en bottom deck. Voilà, si à côté d'Uta, vous avez envie de rechercher, jouer d'autres cartes pour accélérer votre recherche de cartes utiles en fonction de ce qui se passe, voilà, c'est une bonne alternative. Pas spécialement fan, franchement. À côté de ça, Uta, elle a du shield en plus, donc plus intéressant de mettre Uta. Ensuite, il y avait cette carte que j'avais en tête aussi, Radical Beam, d'une coste 1, une counter. Alors, vous donnez du coup plus 2000 de puissance à votre leader pour vous défendre, et ensuite à côté, si vous avez 2 PV ou moins, vous rajoutez plus 2000 de puissance en plus sur l'unité choisie. Donc vous pouvez potentiellement passer à 4000 de puissance pour vous défendre, je trouve ça extrêmement fort. Pour une coste 1, en tout cas, ça peut surprendre l'adversaire. Surtout qu'à côté, vous avez l'effet de votre leader qui va du coup debuff de 1000 de puissance, donc vous créez un écart de 5000. Pour un don, voilà, on se rend pas compte à quel point ça a de la value de fou. Et son trigger qui fait que votre leader ou une de vos unités gagne plus 10 000 de puissance pendant le tour. Voilà, très correct comme carte. Ensuite, il y avait Marco, une carte qui a été pas mal jouée, qui a pas mal de popularité, coste 5-6000 de puissance, donc bon cogneur, counter 1k, c'est correct. Pendant vos tours, lorsque vous la jouez, vous pouvez KO une unité de coste 3 ou moins, donc voilà, donc ça remplit un petit peu la gestion,
ce qu'on disait sur la gestion de board, et lorsqu'elle est KO, vous pouvez trash une carte event de votre main et la jouer directement en reste. C'est pas limité à une fois par tour, donc à chaque fois qu'elle se fait KO, si vous avez une carte event à trash pour vouloir la remettre sur le terrain, ben let's go, vous pouvez le faire. Mais en tout cas, vous allez la coller en reste, donc si derrière votre adversaire a encore de quoi taper votre Marco, ou a envie d'investir des ressources pour taper dessus, bah, faudra prévoir un quota de cartes event assez conséquent derrière. Mais en tout cas, vous mettez une grosse pression dans le sens où voilà, vous avez un cogneur à 6000 qui sera quasi immortel en théorie. Donc je trouve ça assez fort. C'est le fait en fait qu'il soit immortel. Moi, je la mets aussi un petit peu dans cette catégorie boss monster des cartes qui vont faire mal en fait sur le long terme. À côté de ça, il y avait aussi voilà, Baccarat, donc c'est une carte qui a pas l'archétype de l'équipage de Shanks le Roux. C'est une T cost 3 qui a 4000 de puissance, counter 1k shield et qui a bloqueur. Il y a beaucoup de decklists de Shanks que j'avais vu qui ne jouent pas spécialement de cartes event, donc qui n'ont aucune alternative de défense avec des cartes, des effets counter. Et Baccarat en fait elle va un peu pallier ce problème. Elle dit que lorsque votre adversaire attaque, une fois par tour, vous pouvez trash une carte de votre main et vous pouvez rajouter à votre leader plus 2000 de puissance pendant la battle uniquement, pas jusqu'à la fin du tour, seulement sur la battle. Donc voilà, c'est une alternative assez correcte. À côté de ça, c'est un bloqueur, donc idéalement, elle vous prévoit de 2 dégâts à elle toute seule. Comme on en a discuté, comme pour Bad Manners, le fait de trash, c'est pas trop un souci, comme dans le deck, vous avez énormément de targets à jeter si besoin. En tout cas, voilà, c'était quelques cartes que je voulais vous montrer à rajouter dans le deck si besoin. Ce que je trouve bien dans Shanks, alors, c'est que c'est assez linéaire. Votre plan de jeu, il va un peu se dessiner tout seul. Alors, je dis pas que Shanks, c'est le deck où vous avez posé votre cerveau et ça sera du tout droit, vous allez gagner tout le temps. Non, clairement pas. Mais je dis juste que, comparé à d'autres decks, il va avoir sa ligne directive. C'est un peu aussi Barbe Noire aura sa ligne directive. Mais comme n'importe quel deck, ça a son gameplay, ça aura ses décisions qu'il faudra prendre au bon moment, faire les bons choix, etc. Mais voilà, idéalement en fait, imaginons que vous jouez Shanks et que vous commencez en premier. Vous êtes au tour 1, vous avez un don, ben idéalement vous allez chercher à jouer Uta. Tour 2, ensuite vous aurez 3 dons, soit vous jouez Uta, soit vous jouez ce Sanji, vous commencez à setup un petit board. Tour 3, vous avez 5 dons. Ici, vous allez chercher par exemple à jouer Silver Riley pour commencer à mettre un bloqueur. Si votre adversaire a joué des grosses unités en amont, ben, vous allez pouvoir faire son effet pour réguler votre main. Ou sinon, vous avez quoi? Vous avez Yasop aussi à côté, vous avez du Lucky Row aussi à jouer. Donc voilà, ça c'est un petit peu idéalement votre tour 3 lorsque vous avez 5 dons. Au tour 4, lorsque vous aurez 7 dons, c'est là où vous allez commencer à jouer par exemple des Edward Newgate ou des Ben Beckman. Les deux sont vachement très corrects. Si le board en face est trop menaçant, vous allez chercher à jouer Ben Beckman. Si vous à côté vous allez commencer à avoir un petit board que vous voulez commencer à attaquer, Newgate, du coup, enfin Barbe Blanche pardon, c'est une très bonne alternative aussi. Si vous voyez par exemple qu'il y a un bloqueur qui vous gêne lorsque vous voulez commencer à attaquer, ben Barbe Blanche va pallier à ce problème. Moi je trouve ça excellent comme petit débat entre les deux. Tour 5, vous avez 9 dons. Qu'est-ce que vous allez faire avec 9 dons? Bah, vous avez Riley. Comme vous avez 9 dons, bah, Riley coup de suite, vous pouvez faire Otama avant, puis ensuite jouer Riley. Donc comme on l'a dit avant, c'est extrêmement fort. Vous avez aussi l'option de jouer Monkey D. Dragon si vous l'avez en main pour commencer à gratter les PV et à étouffer votre adversaire petit à petit. Et tour 6, à 10 dons, bah, tout simplement Shanks. Ou encore un Riley si vous en aviez un deuxième. Ou encore des Monkey D. Dragon. Ou même, genre, jouer double Yasop, comme je l'avais dit avant, mais voilà. Donc, à partir du tour 6, c'est là où vous allez commencer à avoir plus de liberté, commencer à jouer des Ango aussi, jouer des Limjus si vous avez besoin d'éviter que des bloqueurs vous gênent sur votre létal. Donc, c'est un petit peu le schéma qui se dessine lorsque vous jouez premier. Si vous jouez second, bah, tour 1, vous avez 2 dons, vous faites des Uta ou des Sanji, c'est un petit peu comme on l'avait dit avant. Tour 2 à 4 dons, c'est là où vous allez directement mettre le Kiru. Le Kiru en early, comme ça, c'est extrêmement fort. Soit vous allez chercher à bloquer en boucle et le protéger grâce à l'effet de votre leader, soit vous allez bloquer, le laisser crever et commencer à gérer le board adverse de manière passive, c'est-à-dire que juste pendant le tour adverse, vous
vous allez pouvoir mettre KO des unités en face, je trouve ça très très fort. Ou même tout simplement taper avec si vous en ressentez le besoin. Mais en tout cas, avoir un Lucky Roux si tôt sur le terrain, je trouve que ça a une plus-value de malade. Tour 3, vous avez Sidon maintenant. Sidon, qu'est-ce que vous allez faire? Soit Silver Riley, soit Yasop, ça bouge pas. Et tour 4, à 8 Don, vous allez directement jouer Honker, le Silver Riley. Vous avez aussi du coup accès à Barbe Blanche, Ben Beckman. Et tour 5, comme dit, ça bouge pas, vous avez du Shanks et vous allez commencer à étouffer votre adversaire. Bien sûr, si au tour 4, 5, vous n'avez pas toutes ces boss monteurs, vous allez juste continuer à jouer des Lucky Roux, des Yasop. Yasop qui fait très bien le taf, c'est pour ça que je le considère comme un cogneur du deck, c'est le ramener si tôt, le fait qu'il est 6k, taper avec gratuitement, surtout qu'à côté, en fait, c'est un timing de la partie où vous allez avoir des Lucky Roux, des Silver Riley pour le protéger. Moi, je trouve ça très très fort. Il y aura aussi l'option de Ace à jouer si vous l'avez en main. Donc voilà, c'est un petit peu les lignes directives du deck, comment vous jouez si vous êtes premier, comment vous jouez si vous êtes deuxième. Et ben, je vous propose juste de voir ça directement avec les quelques games que je vous ai enregistrés. Et du coup, on voit ça ensemble tout de suite. Et du coup, on se retrouve pour la partie pratique avec 3 matchs que j'ai pu enregistrer. Le premier match contre Barbe Noire, le deuxième contre Kid et le troisième contre Usopp. Ça faisait un moment du coup que j'avais fait ces records, donc je sais plus trop grossièrement comment j'avais joué. Donc comme avec Dofi, revoir ces matchs à tête reposée, peut-être que ça me permettrait de revoir quelques misplays qui me seront passés sous le nez, ou de revoir un petit peu les choix que j'avais fait pendant la game. Alors Barbe Noire, c'est un leader OP09, un leader noir qui a des stats aussi normales, 5000 de puissance et je crois 5 de PV. C'est un leader un petit peu anti-jeu. Alors déjà tous les effets on-play chez vous sont annulés, mais après vous ne jouez pas de cartes avec des effets on-play. Et vous pouvez du coup, avec votre leader Barbe Noire, discard une carte de votre main, et pendant le tour de votre adversaire, il sera Black Hole, et c'est-à-dire que tous les cartes qu'il jouera avec des effets de mise en jeu ne s'activeront pas. Barbe Noire, c'est assez particulier à jouer, c'est-à-dire que plus vous avez une grande connaissance de jeu, et plus vous êtes censé être bon avec. En tout cas, mieux vous savez comment se jouent les decks adverses, et mieux vous aurez de facilité à jouer votre deck avec Barbe Noire. Donc de toute façon, c'est une vidéo deck profile que je suis déjà en train de préparer, je vous expliquerai ça plus en détail. Par rapport à Shanks contre Barbe Noire, c'est un peu particulier. Si vous commencez en premier, c'est assez délicat, c'est pas injouable non plus. Si vous jouez deuxième contre Barbe Noire, c'est censé être du tout droit. Je dis pas que c'est facile non plus, mais dans la théorie, c'est un peu ce que ça veut dire. Pourquoi? En fait, c'est parce que dans Barbe Noire, sa carte la plus problématique, ça sera du coup sa boss monster, c'est la Barbe Noire cost 10 avec 12 000 de puissance, c'est un bloqueur qui a un effet qui dit que s'il a été joué ce tour, vous pouvez annuler je crois l'effet de votre leader et bloquer une unité adverse qui ne pourra pas attaquer sur le prochain tour, donc assez compliqué à gérer. Ça reste un gros cogneur, ça reste un très bon bloqueur aussi. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, avec Shanks, alors, admettons qu'on joue premier, je vais pas dire n'importe quoi, admettons qu'on joue premier, je vais compter avec vous. Vous êtes premier, vous avez un don. Ensuite, vous en avez 2, ensuite vous en avez 3, ensuite vous en avez 7. Vous, quand vous en avez 7, lui en face, il en a 8. Ensuite, sur le prochain tour, vous avez 8 dons. Si vous avez 8 dons, du coup, idéalement, vous jouez Riley. Et lui, ensuite, à son prochain tour, il en aura 10 et il jouera Barbe Noire, il pourra déjà commencer à vous bloquer, vous embêter. Ça, c'est ce qui se passe lorsque vous jouez premier. Si vous jouez deuxième, vous en avez... leader en face, il en a 1, vous en avez 2, ensuite vous en avez 4, ensuite vous en avez 6, 8. Là, vous êtes le premier à 8 dons, vous jouez directement Riley, et lui, en fait, sur son prochain tour, il sera à 9 dons. Et en fait, c'est pas assez pour jouer sur Barbe Noire. Vous, ensuite, quand il passera son tour, vous aurez 10 dons, vous jouerez un deuxième Riley. Et en fait, ce Riley en plus, c'est ce qui fera la différence pour commencer à l'embêter et commencer à créer un board un petit peu ingérable pour lui. C'est vraiment le fait de pouvoir ramener un bloqueur en plus qui est censé pour lui rendre le match-up un peu plus facile.
Donc bon, je vais arrêter un petit peu de trop parler pour rien, je vais juste vous montrer un petit peu la game et la commenter avec vous. Je suis en vitesse 1,5 je crois, donc let's go. Donc je vois qu'il go first, je vois ma main. Et qu'est-ce que j'avais fait? Moi, là, je vois ça comme ça, je me dis, c'est une main correcte. Je me dis, en fait, Riley, comme je peux pas la chercher avec Uta, dès que je l'ai en main, je me dis, bah, je la garde, quoi qu'il arrive. Là, je peux rien faire, je fais une fin de tour. Je me dis que voilà, comme je go second, ben, idéalement, je vais jouer mon Lucky Roux. J'ai aussi, du coup, un Beckman qui arrive prochainement. J'en ai un deuxième, là, dans mes PV, j'en ai trois. Je me dis, bah, je suis extrêmement bien. Là, je vais commencer à taper son leader. Je vois qu'il prend, il défend pas spécialement. Donc 3 Beckman en main, je me dis je pourrais facilement gérer ces petits bloqueurs ou ces petites unités qui vont avoir des effets pour réduire le cost de mes unités. Donc là vous voyez, je vois que son barbe noire, il est obligé d'investir un don dedans pour s'attaquer le pass. Là il joue une carte event un peu chiante, je crois que c'est Libération, mais je pense pas que ce soit son vrai nom, je crois qu'il y a une erreur de traduction, mais en gros c'est la carte qui fait que vous choisissez une unité en face, vous la rendez vanilla, vous annulez ses effets, si elle a cost 4 ou moins, si je dis pas de bêtises, vous pouvez la KO. Donc voilà, il s'est très bien débarrassé de mon Lucky Roux. Mais moi ce que je me dis, c'est ok j'ai plus de bloqueur, mais Libération ça reste une grosse carte event, et je me dis c'est cool qu'il l'ait investi du coup sur mon Lucky Roux. Donc là je suis à Sidon, directement Ace. Et ensuite, je commence déjà à taper parce que je sais que dans ma main, j'ai de quoi continuer à cogner sur le long terme. Donc, je vais mettre un maximum de dégâts pour, euh, pour commencer à le gratter. Je vois qu'il a défendu derrière. Je check, je prends les infos. Et là, vous voyez, en fait, dans Barbe Noire, vous avez pas mal de cartes qui vont réduire le coût des unités, un petit peu à l'image de Shanks. Shanks, vous avez des effets qui vont réduire le power des unités en face, et vous aurez ensuite des effets qui vont pouvoir mettre KO des unités qui ont des petits powers. Barbe Noire, c'est un peu la même chose, il aura des effets qui vont descendre le cost des unités en face, et ensuite des effets pour les mettre KO. Et c'est là où du coup Ace c'est assez cool dans le sens où c'est une carte qui est assez problématique pour Barbe Noire, parce que c'est un cogneur à 6000, et son effet qui va le permettre de, au lieu de se mettre KO, lui, si jamais il doit quitter le terrain, avec l'effet d'une unité, juste mettre 2000 de power en moins. C'est ce qui va faire un petit peu la différence avec Ace dans ce match-up. Voilà, là, je vois juste qu'il n'avait pas d'autre choix que de lâcher des grosses attaques, donc je la prends parce que même avec l'effet du leader, voilà, je pourrais pas la couvrir. Là, il joue Libération. Non, il a trash, pardon, il a pas joué Libération, il la trash pour faire l'effet de son leader, donc vous voyez que là que je suis Black Hole. Donc quand je joue mon Riley, bah, il n'y a pas son effet qui s'active, vu que du coup ça l'a bloqué. Mais ça, c'est pas un souci, je me dis, c'est pas problématique, je voulais juste ramener un gros cognard pour commencer à taper juste après. Donc voilà, je commence à le gratter. Au niveau des ressources, voilà, j'ai quand même pas mal de cartes en main, j'ai beaucoup de counters derrière pour me défendre, donc mon Ace, voilà, je pense que je cherche à le conserver si jamais il cherche à l'attaquer. Ouais, je me sentais pas spécialement menacé, donc là, ouais, voilà, j'ai même fait l'effet leader pour ensuite défendre derrière. Voilà, je me suis dit, je garde mon Ace, il a plus que 3 PV. Là, il est tap out, donc il a plus rien pour se défendre, il continue un black hole derrière. Il a 4 cartes en main. Je ramène quand même un bloqueur pour protéger, et puis là, je commence à mettre mes dons restants pour faire des attaques un peu plus violentes. Et là, voilà, il a juste FF, et attendez, là, il vous la montre un moment. Ah, attendez. Je voulais juste vous montrer la... Ah, bon, j'arrive pas à mettre pause, mais en tout cas, voilà, là, sa boss monster, la Barbe Noire coste 10. Il l'avait en main, mais je pense que c'était un peu trop compliqué pour lui de gérer tout ça derrière. Et puis même,
Juste avoir un seul Barbe Noire, c'est pas suffisant pour contrer un petit peu tout le board que j'aurais mis en place, surtout que j'avais encore des Ben Beckman en main, j'aurais de quoi gérer son board. En tout cas pour ces petites battles, parce que Jésus, il peut pas être KO par... En tout cas, il est pas affecté par les effets des cartes adverses. Donc je sais pas si c'est tout juste ne pas être affecté ou ne pas être mis KO par des effets. En tout cas, Jésus, c'est... enfin, Burgess, pardon, c'est l'un des gros cogneurs de son deck. Donc voilà, bah, c'était le match-up contre Barbe Noire, et on passe tout de suite du coup au match-up contre Kid. Hop. Et du coup, match-up contre Kid. Kid, même si c'était un leader d'OP10, je me suis dit ça reste quand même un très bon deck. Et je voulais aussi montrer quand même ce que Shanks était capable de faire contre, malgré sa version OP09, ce qu'il pouvait donner contre des decks d'OP010. On me dit bon, je vais quand même la jouer, je vois ma main, je me dis ben en vrai ça elle est correcte, j'ai mon late game, j'ai mon mid game. Je me dis c'est voilà, c'est ce que je voulais garder. Grâce à voilà, un peu de chance, j'ai touché Uta. Je vois ce qu'il me faut. Je me dis j'avais assez de bloqueurs en main avec les deux Silver Riley. Du coup je cherche à prendre le Usopp pour Yasop pardon, pour commencer à être un peu plus agressif derrière si j'en ai la nécessité. Kid c'est un deck qui va jouer sur pas mal de bloqueurs. Attendez, je peux juste de faire pause. Kid, c'est un leader qui va jouer avec ses PV, qui va pouvoir les face-up pour donner bloqueur à des unités. Ensuite, il aura aussi pas mal d'unités qui auront des effets lorsqu'elles vont être mises KO, donc tout l'intérêt de combiner les deux, donner bloqueur à des cartes qui auront des effets de mise en KO pour commencer à embêter son adversaire. Donc je me dis, un deck agressif contre un deck qui se base un petit peu sur la défensive, je me dis que c'était plutôt intéressant de voir qui gagnera entre l'épée et le bouclier. Je me rappelle vraiment plus trop de comment s'est passé le début de cette game. Je vous le cache pas. Qu'est-ce que j'avais fait là? Je crois que je jouais un Riley. Hein. Je crois que Riley c'était pas un souci à ce moment-là. Surtout que j'en avais deux. Je voulais aussi, bah, comme dit, c'était un bloqueur à 6K. Je trouve ça extrêmement fort de le mettre en early pour me protéger. Après, je me dis, il a énormément de cartes en main. Je vois qu'il spam les bloqueurs. Je dis assez embêtant, mais bon, je vais taper en boucle. Et je pense que même, après, je vais taper avec mes bloqueurs. Je me dis que c'est pas si grave que ça. Je me dis que Ace aussi, dans ce match-up-ci, était pas très efficace. Donc il me semble que plus tard, j'irai la trash. Si je dis pas n'importe quoi. Ok, donc là, il m'a flou d'un board avec plein de bloqueurs. C'était assez embêtant. Ok, là je décide de garder le PV. Surtout que Sanji, voilà, j'aurais pas trop d'intérêt à le jouer non plus. Vu que j'avais aussi déjà mon plan de jeu qui s'était un petit peu dessiné avec la main que j'avais. Du coup, Sanji, c'est assez situationnel comme carte. On n'est pas forcément tout le temps obligé de la jouer. Donc là, j'ai mis un Beckman pour gérer un de ses bloqueurs. Ensuite, j'ai tapé directement avec Riley. Je vois qu'il la prend, il commence à descendre en PV petit à petit. Il mettra Falgarlo qui est là pour lui remettre un PV. La Secret d'OP10 aussi. Là, il lâche une grosse attaque sur mon Riley, je crois qu'il veut vraiment s'en débarrasser. Là, je fais l'effet de mon leader, il descend à 6000 et je défends avec Uta. Là, il est tap out, il ne pourra plus rien faire, donc mon Riley, il est en sécurité. Là, il donne bloqueur du coup directement à son lot. Et là, je me dis, lot serait pas mal de le gérer si je peux plus tard, je crois. Là, j'en avais pas directement les moyens, vu que l'eau, c'est quand même une unité qui a 9000, faut pas négliger ça. Mais là, je me dis qu'à ce moment-là de la game, j'étais plutôt serein. J'avais un board, j'avais des ressources en main. Niveau PV, j'étais pas trop dérangé non plus, j'étais assez à l'aise. Là, je lui ai fait craquer tous ces bloqueurs. Là, je commence à taper, j'utilise déjà toutes les ressources que j'ai sur le board et en fonction de ce que j'ai en main, ben, je réadapte. Et là, ce que je fais, c'est que je crois que je ramène un deuxième Riley si je dis pas n'importe quoi. Ouais. Je me ramène un deuxième Riley et à côté, je peux mettre tous les dons sur Uta pour refaire une dernière attaque. Là, je mets vraiment des gros bloqueurs pour. Je voulais surtout aussi protéger mon Beckman, il me semble. Et il la garde.
Maouta du coup qui va partir, elle a fait son taf. Je l'ai rentabilisé de fou. Ouais, je voulais surtout garder Beckman, donc là j'ai fait un très mauvais choix, je crois. Je crois que les -1000 étaient anecdotiques. Là, son ace n'a pas rush parce qu'il a le seuil de PV qui est un peu trop haut. Là, alors, là, comme ce que j'avais dit dans la partie deck profile, enfin, partie théorie, pardon, la Goldie Roger, là, je la pioche, je me dis, ok, ça me permet de dessiner un petit peu un, un schéma, on va dire, différent que ce que j'avais de base. C'est-à-dire que contre Kid, c'est assez intéressant. Kid, comme je dis, c'est un leader qui va donner bloqueur à ses unités. Roger, c'est une unité qui dit que si le gars en face utilise un bloqueur alors qu'il a 0 de PV, c'est auto-win. Là, je me dis, la priorité, ça va plutôt être de taper ses PV et plus tard le surprendre avec un Goldie Roger. Donc maintenant, à voir comment est-ce que j'avais agencé tout ça. Non, le Shanks qui fait vraiment mal, hein. Le 12 000 plus le fait qu'ils mettent -1000 à toutes les unités en face. Et là, je passe mon tour parce que je voulais quand même protéger mon Shanks. Je trouve trop important dans ce match-up en tout cas. Ah, je protège quand même mon leader, hein. Ok. Ouais, en fait, comme il a tout tap out pour jouer son ace, je savais qu'il pouvait pas booster derrière l'attaque de son autre ace. Donc c'est pour ça que j'ai bloqué avec mon leader. Enfin, pour protéger mon leader, pardon. Donc comme celui d'avant, comme son seuil de PV assez haut, il a pas rush malheureusement. Enfin, bien heureusement pour moi plutôt. Là, je pense qu'il va faire une fin de tour. De toute façon, il peut pas faire grand chose. Niveau PV, on est even. Ah non, il a un PV de plus. Mais niveau board, je me sens beaucoup plus à l'aise. Surtout qu'en fait, je sais exactement quoi faire avec ce que j'ai en main. Là, je suis en train de compter les puissances de ces unités pour voir si ça passe ou pas avec un double Yasop. Mais voilà, ça, je sais que ça allait pas passer. C'était un peu trop beau pour être vrai. Et là, comme dit, le double Yasop qui fait que mon leader passe à 7000, c'est extrêmement fort. 7000 jusqu'à la fin du tour adverse, donc ça fait que je suis assez bien protégé sur le tour suivant. Donc là voilà, j'ai un board plutôt colossal. J'ai encore mes deux Yasop, des unités à 6000 pour taper si besoin, pour mettre une grosse pression. Et comme avant, je compte encore le surprendre avec un Goldie Roger juste après. Là, Beckman, je vais pas le protéger plus que ça, mais double Ace avec un cash shield, ça aurait pas été rentable de les épuiser. Et alors, là, il joue un Hawkins, mais malheureusement, grâce à l'effet de son leader, il pourra pas lui donner bloqueur. Pourquoi? Parce que pour mettre le keyword bloqueur sur ses unités, il faut qu'il retourne la première carte de CPV en face-up. Le problème, c'est que si la première carte de CPV est déjà face-up, il pourra pas le faire. Donc c'est pour ça que il joue un Hawkins, mais je pense qu'il s'attend à ce que je vais chercher à le gratter petit à petit pour se dire, bah ok, j'ai déjà mon Hawkins de préparer, j'aurai juste à face-up le tour d'après pour lui donner bloqueur. Donc là, je pioche un Monkey Dragon, je me dis, mais incroyable. Mais là, j'ai toutes les cartes pour le déchirer, donc je sais plus si je la joue directement ou si je vais d'abord essayer de gérer son ace. Ah bah non, ok, j'ai vraiment éteint mon cerveau et je l'ai posé direct. Ah, je vais même le buffer pour éliminer son ace de suite. Et là, qu'est-ce que je fais? Je crois que j'attaque son leader pour voir ce qu'il va faire. Et je sais plus s'il défend ou pas. Ouais, je crois que là, à partir de là, en fait, tout ce qu'il va faire, c'est défendre en boucle. Et je comprends pas pourquoi il a fait ça. Et là, en fait, tout ce que je me dis, c'est que au lieu d'attaquer, je vais juste finir mon tour. Parce que là, en fait, il a plus de ressources en main.
Il a rien d'intéressant, rien de menaçant en tout cas pour nuire mon board. Au mieux, il me pète mon dragon, mais c'est pas si grave que ça. Là, je vais même carrément défendre mon Yasop. Quitte à ne plus avoir de main, c'est pas grave. Et en fait, j'ai pas attaqué, pourquoi? Parce que si je l'avais attaqué, il aurait pris ce PV, donc déjà, il aurait pu avoir du shield en plus pour se défendre. Mais surtout, ça lui aurait donné une carte à face-up pour faire l'effet de son leader et mettre un bloqueur qui aurait pu me gêner. Donc je me dis de toute façon sur le prochain tour j'avais quasiment le létal donc c'était pas un souci. Là je laisse mourir un Yasop, c'est pas grave. Là il joue un Hawkins donc voilà ce que je vous avais dit c'est. Là il aurait pu lui donner bloqueur si j'avais attaqué. Et là je me dis que je commence à le bourriner, je tape avec tout ce que j'avais en main. Enfin tout ce que j'avais sur le board pardon. Là il pourra pas les défendre. Voilà là il prend le dernier PV. Et là voilà je ramène un Goldie Roger et puis même s'il avait un bloqueur moi ça m'aurait fait win la game. J'ai jamais vu un gars qui a quitté une game aussi vite, vraiment ça me fait trop rire. Mais bon, go regarder le prochain match avec Usopp. Ok, maintenant la dernière game, du coup contre Usopp. Usopp qui est aussi un leader d'OP10. Bah, un peu comme Kid, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait, voir si... Bah, ça montre un petit peu aussi si le deck vaut vraiment un investissement comme il est maintenant, pour voir si en OP10, sur la série d'après, la decklist pourra encore tenir la route ou non. Donc en plus de ça, c'est une decklist complètement générique, il n'y a eu aucun ajustement. Donc toujours intéressant de voir ce que ça peut donner sur le set prochain. Donc Usopp, un leader avec des stats basiques, 5000 de puissance, 4 PV. Donc pas si basique que ça, un peu faible, un peu fragile on va dire. Tous vos cost 2 qui ont l'archétype Dressrosa gagnent plus 1 en cost. Donc je pense que ça a été designé un petit peu pour prévenir tous les match-ups contre tout ce qui est noir et qui joue un petit peu sur les costs pour que ce soit un peu plus difficile à gérer. Bon, après, comme on est rouge avec Shanks, ça ne concerne pas spécialement. Ensuite, un effet pendant le tour adverse, une fois par tour. Cet effet s'active lorsque l'une de vos unités Dressrosa quitte le terrain par effet ou a été KO. Si vous avez 5 cartes ou moins dans la main, vous piochez une carte. Donc ça c'est assez cool, ça vous permet de vous maintenir avec un assez bon card advantage, de vous maintenir pardon, minimum à 4-5 cartes voilà, en fonction de la situation. Donc ce deck va aussi chercher à défendre ses unités, à les protéger derrière. Elle va pas hésiter non plus à cracher sa main pour remplir son board et ensuite lâcher des grosses attaques. Donc franchement je sais même plus comment s'est passé la game, donc on va voir ça ensemble, il n'y a pas de souci. Ok, je vois une main comme ça, je crois que je l'ai mulligan celle-ci, non? J'équipe ça? Ah ok voilà. Ah oui voilà, là c'est nettement mieux. Là un petit Riley, c'est... Juste voir Riley, j'ai le sourire aux lèvres, je suis refait. Alors lui il va jouer son petit Léo, donc je pense que c'était le searcher du deck. Je pense que ses premiers tours sont assez passifs, hein, on va pas se le cacher. Donc c'est assez lent. Vitesse 1,5. Let's go. Ouais, un deuxième Riley, là, mais je suis heureux en fait. Là, avec ce que j'ai en main, je peux vraiment rien faire. Là, j'ai mis 2 dons parce que je pensais que je pouvais attaquer alors que pas du tout. Là, je fais juste une fin de tour minable. C'est waouh. Catastrophique. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, si sur les 2 dernières games et sur celle-ci vous aurez fait des choix différents en précisant le tour dans lequel ça a été fait, dans quelles conditions vous aurez joué à ma place, quels ajustements vous aurez fait aussi sur le deck, ou comment est-ce que vous jouez votre version de Shanks. Ça m'intéresse aussi, je vais pas vous mentir. Là, le Yasop il fait plaisir, le troisième Riley, mais oh là là, à partir du tour 8, à partir de 8 dons, je vais les enchaîner sans réfléchir en fait. Donc lui il a colle son petit bloqueur. Je vais faire de même. Donc le stage Dressrosa,
qui est une carte event, enfin une carte stage, pardon, qui va permettre à tous ces Dressrosa de pouvoir attaquer directement le tour où ils ont été joués, si je me trompe pas. Alors franchement, la main que j'ai, on peut se dire que c'est une main en dehors des Riley qui est assez dégueulasse, mais je trouve que ça va. Là j'ai deux bloqueurs, enfin le deuxième bloqueur Riley qui va arriver plus tard. J'ai Otama que je garde, donc comme dit, pour en synergie avec le Riley. Donc Kyros là qui joue, qui permet de renvoyer une carte de mon board directement dans ma main. Pas très embêtant on va dire. Et là voilà, sans plus réfléchir, hop, premier Riley. Je mets moins 3000, je mets moins 2000 ici. Deuxième effet, 3000 ou moins, bah je la KO. Je vais taper lui justement comme son deck lui permet de garder une main assez constante, il va pas hésiter à défendre, surtout qu'il a 4 PV de base. C'est un leader assez fragile. Et là je fais fin de tour et je vois que son Kyros, ben, il est à 6000, donc beaucoup moins menaçant que de base. Donc assez à l'aise, franchement, je me sentais pas spécialement menacé. En fait, Usopp, c'est assez lent à démarrer. Et le problème qui puisse nous surprendre, c'est que c'est un deck qui a un card advantage très constant. Là où, contrairement à lui, vous allez chercher en fin de partie à vider toute votre main, à lâcher toutes vos ressources pour vous dire, bon ok, c'est la dernière ligne droite, je vais tout donner. Et lui, en fait, il va vous surprendre grâce à ça. Il va se défendre, il va mettre des bloqueurs, il va contrecarrer un petit peu toutes vos offensives. Et là où vous aurez craché toute votre main, lui sera là, bah j'ai encore des ressources comparées à vous. Et c'est là où il va remonter la pente. Donc je pense que c'est un deck qui va pas mal tanker et pas mal jouer sur tout ce qui est contrôle de board avec des effets comme Gum Gum Red Rock ou Gravity Blade s'il la joue, hein, c'est une option possible. Même Kyros qui bounce des cartes en main directement. Je pense que c'est un petit peu comme ça que le deck va se jouer et que vous allez chercher à gratter sur le long terme les ressources de votre adversaire. Parce que comme dit en One Piece, c'est un jeu de pression et de ressources, donc Usopp gère très bien ce côté-ci. Là, Cavendish, qui est vraiment une carte que je vais me débarrasser le plus vite possible, elle permet vraiment au deck de réguler sa main. Lorsque vous attaquez, vous piochez deux, vous allez trash une carte. Je trouve ça trop fort comme genre d'effet. Donc là, ouais, mon deuxième Riley, là, je suis heureux. Je crois que j'ai un peu misplay avec la Otama, je crois, voilà, je gère directement le Kyros, après je me rattrape avec Yasop. Son effet avec, lorsque le donné est attaché, je mets moins 1000 à unité, donc le Kyros, il était vraiment faible à côté de mon Yasop. Et là, franchement, je me sens plutôt à l'aise. Là, j'ai mes deux boss monsters sur le terrain. J'en ai encore trois en main. J'ai encore deux bloqueurs. J'ai Ango si jamais pour me défendre avec son 2K shield. Là, je suis. Et surtout, je commence à le descendre petit à petit. Là, me redonner Yasop en main, bon. Je suis pas trop à plaindre, hein. Le fait de rejouer un Yasop pour rebooster mon leader à plus 1000, ça me dérange pas. Là, l'effet leader pour bloquer son attaque. Là, il va chercher à gérer mon relais, mais comme dit, j'avais mon Ango. Donc ça va, je suis assez safe. Là, il va rejouer des bloqueurs. Et là, ben, sans réfléchir, hein, c'est le troisième relais qui tombe. Je me débarrasse du bloqueur, du coup, je pourrais librement attaquer ses unités. Alors, j'ai choisi de gérer ses unités plutôt que chercher à le taper directement parce que je connaissais pas trop le deck, je savais pas si derrière il avait de quoi me létal si ou en tout cas me mettre dans une position assez délicate si je gérais pas son board en priorité. Et puis je me suis dit bon, son Kiro avait un debuff donc autant en profiter quoi. Là Gum Gum Red Rock pour me renvoyer un Riley, bon pas trop gênant, j'en ai encore deux sur le terrain. Là il ramène un bloqueur sur son board. Là il décide de pas bloquer il me semble, donc il se prend le PV ou il la défend, je sais plus trop. Ouais là il la défend.
Là, je ramène juste Newgate et je fais son effet. Du coup, on active main. Là, je booste mon Riley, je fais son effet, je reste mon Newgate pour faire partir son bloqueur. Et voilà, là, je suis assez free, je suis assez open. J'ai encore des grosses unités sur le board pour taper. Et même s'il défend derrière, ben, on va dire, sans trop se cacher, que j'ai un avantage assez conséquent sur le board. Et là, voilà, je mets tout pour le mettre à 0 PV et le menacer sur le prochain tour. Donc lui, voilà, malheureusement, tout ce qu'il pourra faire, c'est mettre des bloqueurs, essayer de gérer. Puis même, il a directement FF. Il avait pas trop de solutions, malheureusement. Faut aussi avouer que j'avais une très bonne sortie. Mais je trouve pour une version de Shanks qui n'a pas eu de modif, il s'en est très bien sorti déjà contre deux leaders d'OP10. Contre OP9, voilà, c'est un, c'est un deck qui a ses match-up, hein, comme n'importe quel autre style de jeu. Je vous ai présenté un petit peu comment ça se jouait contre Barbe Noire, contre Dofi. Je pense qu'il faudra pas mal faire gaffe à son board, mais ça, c'est pas trop un souci. C'est pas trop un souci avec tous les effets de réduction de power. Comme dit, je pense que vous avez pas mal d'avantages lorsque vous jouez en deuxième avec ce deck, donc je pense que tout devrait bien se passer avec un peu de maîtrise, un petit peu d'ajustement en fonction de vos besoins et de votre manière de jouer. Si vous avez plus besoin de contrôle, si vous avez plus besoin d'être vraiment agressif, jouer des Sanji directement, enfin, ça c'est les goûts et les couleurs. En tout cas, ben, je suis pas mal satisfait de cette vidéo deck profile sur un deck que j'ai pas spécialement bossé. J'attends vos commentaires avec impatience si jamais vous avez des choses à dire, des petits retours. Comme dit, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un petit commentaire et aussi Ragout qui est en train de préparer d'autres vidéos d'ouverture Pokémon. Donc voilà, si jamais vous êtes à l'affût de ça aussi, bah, ça serait avec plaisir qu'on attend vos petits messages dans l'espace commentaire sur ces vidéos Pokémon. Et moi, je continue à retaffer un petit peu sur les autres vidéos en préparation. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, soit de moi ou soit de Ragout. On vous embrasse fort. Ciao, bisous.